Franchement, si j'avais su ça, ça m'aurait pas du tout pris 1 an et demi pour avoir ma transition. J'ai passé 1 an à galérer, j'ai acheté tout ce que je trouvais, je copiais des routines par-ci, par-là, et en fait, ça convenait jamais à mes cheveux. Donc, tu achètes des produits, tu les fais venir de l'autre bout du monde pour rien. Salut les curlies, bienvenue sur ma chaîne et sur cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Sarah, je suis au naturel depuis 2010 et je me suis donné pour mission de partager avec toi ce que j'ai appris au cours de toutes ces années. Et sur cette chaîne, mais aussi sur Instagram, je te parle souvent des cheveux naturels, qu'ils soient ondulés, bouclés ou frisés, pour atteindre tes objectifs, que ce soit en termes de volume, de définition ou de boucle. Pouce. C'était pas ça. Et pour ça, il y a des choses, des erreurs que tu commets qui te ralentissent dans ta transition et dans l'atteinte de tes objectifs. C'est quoi? Objectif. Tu veux quoi? Des objectifs? Et aujourd'hui, je vais te parler de 10 d'entre elles. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer les notifications parce que ça améliore vraiment la définition de tes boucles. Et sans plus tarder, allons-y! La première erreur pour moi, c'est le fait de lisser de temps en temps. Je sais que les résultats ne sont pas forcément là au début de la transition. On a le cheveu qui est un petit peu sec, peut-être qu'il est défrisé ou très abîmé. Du coup, tu peux aussi avoir des textures différentes, des racines qui bouclent beaucoup alors qu'il y a des longueurs qui sont plutôt lisses. Du coup, on est un peu tenté de prendre le lisseur pour uniformiser un peu tout ça. Le problème avec ça, c'est qu'au départ, tu n'as pas forcément des résultats probants. Du coup, le fait de retourner vers le lisseur de temps en temps, ça te donnera l'impression que tes cheveux sont plus jolis en les lissant, alors que c'est un cercle vicieux, que plus tu les trouveras pas jolis au naturel, plus tu les lisseras, tu les abîmeras de plus en plus et tu te retrouveras finalement jamais avec des beaux cheveux sains au naturel. Je conseille d'essayer d'éviter absolument le lisseur au moins la première année. Plus tard, quand tu auras de nouvelles repousses, quand tu auras de belles boucles, etc., des cheveux qui sont sains et forts, tu pourras peut-être lisser de temps en temps. C'est pas quelque chose de recommande, ça fait des années que je me suis pas lissé les cheveux. La dernière fois, c'était pour mon mariage et encore, on m'a un petit peu obligée. Mais vraiment, je te conseille de laisser ça de côté. Vends-le, donne-le à quelqu'un que tu n'aimes pas. Mais vraiment, ne touche pas le lisseur, ne le regarde pas. Si tu le crois, si tu tournes le regard, laisse-le tranquille. Il y a un petit changement de lumière. Je suis partie chercher les lumières artificielles parce qu'il faisait beaucoup trop sombre. La deuxième erreur, selon moi, c'est aller revenir au silicone. Il y a 2 raisons pour lesquelles ce n'est pas une bonne idée. La première, c'est un peu comme pour le lisseur, c'est-à-dire qu'on se rend compte que notre cheveu est fragilisé, qu'il est abîmé par le lisseur, par les décolorations, par les colorations chimiques, etc. Et du coup, on se rend compte de sa texture qui est sèche, qui a du mal à boucler, qui est très fragilisée. Et on revient au silicone qui, eux, font leur rôle, en fait. Venir gainer le cheveu et leur donner lui donner ce côté brillant, etc. La deuxième est que lorsqu'on utilise des silicones, on est obligé d'utiliser des sulfates pour pouvoir les enlever. Je pense qu'il est aujourd'hui de notoriété publique que les sulfates sont assez agressifs pour le cuir chevelu et pour les longueurs. Et pour nous qui avons des cheveux bouclés, c'est beaucoup trop costaud pour nous pour un usage fréquent. Et encore pire que ça, je vois beaucoup de personnes qui utilisent des silicones mais qui continuent à utiliser des shampoings sans sulfate. Et c'est finalement la pire combinaison possible. Ça signifie simplement que tu viens mettre des couches de silicone sur tes cheveux, mais que tu n'as pas le tensioactif adapté pour pouvoir le nettoyer. La troisième erreur, et j'en parle très souvent, j'ai fait déjà 2 vidéos dessus et je pense que j'en parle tous les jours au moins une quinzaine de fois. Et c'est l'importance des protéines. Je répète, l'importance des protéines. Tu vas m'écrire protéines 15 fois. C'est quoi les punitions aujourd'hui de nos jours d'ailleurs? Bref, les protéines sont hyper importantes. Là, on va parler sérieusement. J'ai disparu du curly game pendant quelques années parce que j'étais occupée. Et quand je suis revenue, on parlait toujours pas de protéines. Je ne comprends pas. C'est un élément indispensable pour l'équilibre de tes cheveux. Ce sont des molécules qui sont capables de pénétrer la fibre capillaire, de venir la renforcer. Et en plus, elles aident même à l'hydratation sur le long terme. Tu peux m'appeler Madame Protéine parce que j'ai dû faire au moins déjà 2 vidéos déjà. Ouais, 2 sûres. Si tu as le cheveu abîmé par le lisseur, par les décolorations, par les colorations ou encore par les défrisages, tu as besoin de beaucoup plus de protéines que la normale. Un cheveu sain, par exemple, a besoin d'un masque protéiné 1 fois par mois environ, alors qu'un cheveu qui est abîmé aura besoin de beaucoup plus, 3 voire 4 fois.
Du coup, les protéines sont vraiment un des éléments clés à intégrer dans ta routine. J'ai fait une vidéo comment construire une routine capillaire et je te renvoie vers celle-ci. La quatrième est probablement la plus difficile et le fait d'être impatiente et de se comparer aux autres. Pour la majorité d'entre nous, on a démarré notre transition après des années de maltraitance de nos cheveux. Donc c'est plutôt injuste de demander aux cheveux de se rétablir en quelques semaines. Certaines personnes ont une transition assez rapide et c'est vraiment super, mais c'est loin d'être la majorité. L'impatience provoquera de la frustration et le fait de se comparer aux autres et c'est jamais une bonne idée. On est toutes différentes, on a des parcours différents, nos cheveux n'ont pas subi la même chose, on part même pas de la même base. Donc le fait même d'avoir un cheveu fin versus un cheveu épais, un cheveu qui a été lissé tous les jours, 2 fois par jour, et un autre ça a été de temps en temps, peut-être que même celui qui a été lissé uniquement de temps en temps va avoir plus de dommages parce que structurellement il est plus fin. S'inspirer, oui, se motiver carrément, mais se comparer, c'est jamais bon, ni pour ta santé mentale, ni pour ton aventure capillaire, parce que c'est pas parce que tu te tortures comme ça que tu auras des résultats plus facilement. Vraiment, aie un état d'esprit positif, ne perds pas de vue ton objectif et dis-toi qu'avec la patience et la persévérance, comme absolument tout dans la vie, c'est comme ça qu'on a des résultats. La 5e erreur, c'est de ne pas prendre le temps d'étudier son cheveu. Je sais qu'il est plus tentant de regarder une routine capillaire, de prendre les produits, de les acheter et de l'essayer. Parfois ça fonctionne, souvent ça ne fonctionne pas. Et pourquoi? C'est parce qu'on ne connaît pas du tout son cheveu. Je t'invite vraiment à regarder ton cheveu, à l'étudier, voir quelle est ta densité, est-ce que c'est un cheveu plutôt fin ou plutôt épais, quelle est sa porosité surtout, qui va déterminer en fait la majorité des soins que tu vas pouvoir lui apporter. Et promis, la vidéo sur la porosité arrive très bientôt, mais en attendant, tu peux regarder ma vidéo sur ma routine capillaire où j'explique quels produits j'utilise, mais surtout les techniques que je conseille. Et ça me fait la parfaite transition vers l'erreur numéro 6, qui est de donner trop d'importance aux produits et pas assez aux techniques. En parlant de produits, je vise surtout les produits coiffants. Quand tu as trouvé les soins qui conviennent à ton type de cheveux, à ton épaisseur, à ta porosité, etc., ça peut vraiment donner de très beaux résultats. Un leave-in sous forme de spray, de gelée, de lait ou de crème et un produit coiffant sous forme de gel, de gelée, de costard, etc. Mais les produits seuls ne suffisent pas. Les techniques d'application de ces produits jouent autant que les produits eux-mêmes. Mon premier conseil est de travailler tes cheveux section par section. De prendre le temps de mettre ton leave-in, de bien masser le produit dans tes cheveux et ensuite venir brosser tes cheveux pour t'assurer une très bonne distribution du produit. Selon ton type de cheveux, soit tu vas venir mettre du gel directement ou alors tu mets ton leave-in absolument partout et ensuite tu viens scruncher avec ton gel. Si tu es au début de la transition avec une boucle qui est un petit peu fatiguée, des cheveux qui sont plutôt lisses, je te conseille de les travailler au doigt. De manière générale, je te conseille de travailler sur des cheveux bien humides. Si jamais tu as des frisottis au moment de l'application des produits, tu peux être sûr que tu auras des frisottis une fois secs. Pour le dosage, en général, c'est mettre le minimum de leave-in possible pour hydrater tes cheveux. Donc l'idée, c'est pas d'avoir quelque chose de sec et de mettre la dose sur le gel parce que le gel va venir fixer ta boucle. N'aie pas peur du côté figé que ça peut avoir, tu attends que ça sèche complètement et ensuite tu viens scruncher pour enlever cet effet figé. Petite astuce supplémentaire, tu peux prendre un petit peu d'huile entre tes mains, tu les travailles pour la chauffer et ensuite tu viens scruncher et ça évite l'électricité statique. Si je peux me permettre une comparaison avec le make-up, même si tu as le meilleur fond de teint de la terre et que tu l'appliques mal ou alors au doigt au lieu de venir estomper avec un beauty blender, etc. qui vient absorber le surplus, tu auras un résultat pas beau. Et en parlant d'huile, ça m'amène à l'erreur numéro 7, c'est-à-dire de ne pas savoir différencier quelle huile pour quel usage. Toutes les huiles ne se valent pas. Il y a des huiles qui sont dites pénétrantes et il y a des huiles dites scellantes. Pour un bain d'huile, on va choisir des huiles pénétrantes qui ont une grande affinité avec le cheveu, qui sont capables de pénétrer la fibre capillaire et en venir en fait essayer de protéger le cheveu au moment du shampoing. Donc à la fois pour que le cheveu ne soit pas trop gorgé d'eau et aussi le protéger contre l'effet décapant que peuvent avoir les tensioactifs que le shampoing contient. Et on gardera les huiles scellantes pour le coiffage.
Quelle est la différence? C'est en fait leur structure chimique. Pour te faire simple, les huiles pénétrantes contiennent en majorité des acides gras saturés ou monoinsaturés, alors que les huiles scellantes des acides gras polyinsaturés. L'exemple parfait pour l'huile pénétrante est l'huile de coco qui ne contient que des acides gras saturés. Tu as aussi l'huile de babassu et aussi les beurres de muru et de tucuma. Je sais, j'arrête pas d'en parler, mais voilà, si je devais choisir que 4, ce seraient ces 4-là. Et comme huile scellante, l'huile de nacre, de chanvre, de pépins de framboise, etc. La 8e erreur est de ne pas prendre assez soin de son cuir chevelu. Quand on est en transition, on se concentre, c'est vrai, en général plutôt sur les longueurs, sur le fait qu'elles soient sèches, qu'elles soient mousseuses, qu'il y ait des frisottis, que la boucle ne soit pas belle, etc. Et effectivement, il faut prendre soin de ces longueurs pour essayer de les protéger le temps que le cheveu repousse. Et justement, il faut s'assurer que les nouvelles repousses soient de bonne qualité. Et c'est là où on voit l'importance du cuir chevelu et de son soin. Je te conseille vraiment de faire attention à la santé de ton cuir chevelu. Si tu as le cuir chevelu irrité, sensible, si tu as des pellicules sèches ou grasses ou encore des démangeaisons, je te conseille vraiment de t'attarder sur le sujet. J'insiste vraiment là-dessus, sa santé conditionne la santé des repousses et du coup à terme de tes longueurs. J'ai fait une vidéo dédiée au sujet que je t'invite fortement à regarder. La 9e est de ne pas couper assez régulièrement ses pointes. Il faut savoir que tes pointes sont les parties les plus âgées de tes longueurs. Ce qui signifie que ce sont les parties qui ont subi le plus de friction et le plus de dommages. Même si tu as les cheveux sains et après des années de naturel, c'est parfaitement normal que ces parties se fragilisent et il faut les couper. Et si tu as des longueurs abîmées, c'est encore plus important parce que ça va casser sans même t'en rendre compte. Et si tu vas avoir les cheveux longs, c'est totalement contre-productif. C'est pour ça que beaucoup de personnes disent « je ne comprends pas, mes cheveux ne poussent pas ». Et quand je pose la question à ces personnes si elles se colorent les cheveux, la réponse est oui et régulièrement parce qu'elles ont des cheveux blancs qui repoussent. Et ce qui indique bien que les cheveux poussent toujours, c'est qu'ils cassent. Ça paraît contre-intuitif, mais pour avoir des cheveux longs, il faut les couper. Parce que je répète, le cheveu pousse de la racine, les pointes n'y sont pour rien. On parle surtout de maintenir la longueur. La 10e, c'est probablement la plus répandue et celle qui provoque le plus de dégâts, c'est le fait de laisser son masque toute la nuit ou plusieurs heures. Je suis totalement coupable d'avoir fait ça les premières années parce que je ne comprenais pas comment fonctionnait un masque hydratant. On peut penser, et on le constate aussi, qu'en laissant le masque plusieurs heures, il fonctionne beaucoup mieux. Mais en réalité, c'est probablement une des pires choses qu'on puisse faire. Je t'ai parlé tout à l'heure du cortex du cheveu qui gonfle et dégonfle. Le fait de laisser son masque plusieurs nuits signifie que le cheveu reste gonflé puisqu'il y a de l'eau toute la nuit. Une fois si on n'a pas le temps, ok, 2 fois, pourquoi pas, mais le faire de manière régulière dégrade la porosité de tes cheveux. Je l'ai expérimenté parce que les premières années, malgré des cheveux sains, totalement naturels, ils avaient une forte porosité et je n'avais pas fait le lien entre les deux. Aujourd'hui, j'ai plus du tout ce problème et mes cheveux sont plutôt du côté peu poreux. Pourquoi? Parce que j'ai un bon équilibre hydratation-protéines, que je les protège des frictions et que je laisse poser mes masques maximum 45 minutes. Je mets de côté le henné par exemple pour couvrir les cheveux blancs qu'on met poser plusieurs heures, mais là c'est pour d'autres raisons et c'est quelque chose qu'on fait beaucoup moins souvent, en général une fois par mois. Donc, si tu dors avec ton masque hydratant, tu sais quoi faire. Ces erreurs m'ont coûté énormément de temps. Ma transition a duré plus d'1 an et demi et je pense avec le recul que j'aurais pu la diviser minimum par 2. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à la liker et à regarder celle-ci. Et viens ensuite me rejoindre sur Instagram sous pseudo Petite Curly où je partage des conseils quotidiennement. Et jusqu'à la prochaine, je te dis à la prochaine.